Voilà, parfait, bonsoir. Alors, je mets le son, comme je t'ai dit direct, comme ça c'est bon, et je parle pas tout seul. Vas-y, dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, tout est nickel. Alors, on se retrouve pour notre rendez-vous Kaiser Reich habituel avec Alazar. À l'instar des autres sessions ensemble et puis des autres réceptions en général, hein, mon premier mot sera bien entendu merci à toi d'être venu. Et puis, comme à chaque réception, je renouvelle la proposition. N'hésitez pas à passer pour parler de ce que vous souhaitez, puisque même si j'ai quelques personnes qui ont émis le souhait de venir dans l'année sans savoir trop quand, les créneaux à partir de juin sont libres. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, je suis toujours sous pression. Donc, sixième aventure dans le cadre de notre exploration chronique, cette fois qui sera assez courte puisque on va parler ce soir de ce que nous n'avions pas pu évoquer la dernière fois pour cause de durée déjà importante sur le reste du sujet, c'est-à-dire on va parler là des pays satellites de l'Allemagne victorieuse. Enfin, je sais pas si c'est le terme, mais bon, peu importe. Oui. Donc on devrait pas en avoir pour trop longtemps. Donc voilà, Non, a après, priori. ouais, normalement, je pense. Hein. Ouais. Ça m'arrangerait à vrai dire. J'ai encore d'autres choses à faire, mais bon, on prendra comme d'habitude le temps qu'il faut. C'est pas mesuré, voilà. On n'est pas payé à l'heure. Donc voilà, après l'univers et sa chronologie, après la Russie sous toutes ses coutures, l'Allemagne victorieuse de la Weltkrieg, c'est au tour de ces États dominés, ou en tout cas des États de sa sphère d'influence. Sphère qui est en fait, comme vous le voyez sur la carte, plus ou moins un glacis de l'Est à la frontière russe, de la Finlande à l'Ukraine. D'ailleurs, tant que j'y pense, tant que je parlais de calendrier des réceptions, je pense qu'il nous reste quand même à couvrir le monde, j'allais dire socialiste, l'alliance des pays révolutionnaires, on pourrait dire ça comme ça. C'est ça, c'est Euh, l'international. voilà, l'international. Les États-Unis, l'entente, peut-être le reste du monde, type Japon ou que sais-je. Donc, je pense qu'on n'a pas C'est ça. encore, on n'a pas encore fini d'en parler. Et puis tant que j'y pense aussi, j'ai fini mon calendrier pour l'année et je peux dire qu'on aura encore 2 parties multijoueurs sur Hearts of Iron 4, donc probablement une partie sur le mode Kaiser Reich. Peut-être que ce sera en Le conclusion. retour. Ouais, peut-être en conclusion de nos propos, ce serait. Je me dis que ça tomberait plutôt bien. Après, on verra quel calendrier on a ou quel calendrier tu veux. Moi, j'impose rien. Après, je pense que quand le vin est tiré, il faut le boire. Donc voilà, je suis pour qu'on termine quand même avec l'univers dans sa globalité, même si ça aura pris plus de temps que prévu. En soi, c'est toujours comme ça. J'ai des souvenirs avec Idargos des Achéménides, ça devait faire une session, on en a fait 4, donc voilà, c'est normal. C'est vrai. Ouais, c'est normal, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de souci. Les gens se lancent en se disant je vais faire comme ça, et puis en fait on se rend compte, on a beaucoup de choses à dire, donc voilà. Puis les échanges parfois font que ça dure plus longtemps que prévu. Bref, bon, comme la dernière fois, j'en dis pas beaucoup plus, puisque bon, c'est la sixième, j'ai empilé les propos introductifs au fil des vidéos précédentes. Là, en plus, on va se faire on va finir la partie allemande. On va voir un peu donc la nature de ces États, j'allais dire croupionnants, mais satellites, qui fatalement sont parmi ceux qui sont les plus différents de ce que l'on connaît, notamment pour ceux qui n'existeront même pas à l'issue du conflit tel qu'il s'est réellement passé, quoi. Voilà, je te propose d'y aller. Vas-y. Pas de souci. Alors, donc, je fais un bref récapitulatif de la situation. Donc, Allemagne victorieuse, tout ça. La victoire qui se caractérise surtout par le maintien des conditions de la victoire à l'Est avec le traité de Brest-Litovsk, qui a amputé la Russie de euh, toute sa partie d'aucuns diraient non russe, donc à savoir les pays baltes, l'ancien royaume du Congrès, donc la Pologne, la Biélorussie ou la Ruthénie, ça désigne la même chose, et l'Ukraine, qui peut aussi être appelée Ruthénie selon les époques, mais on se comprend. Euh, et donc, ces pays dont on va parler, qui seront respectivement dans l'ordre euh, le royaume de Pologne, le royaume de Lituanie, le duché de la Baltique unie, la Ruthénie blanche, l'Ukraine et ultimement la Finlande. Ce sera pas très très long à chaque fois, le plus gros morceau sera la Pologne. Euh, sont intégrés, comme tu l'as dit, au, euh, au système allemand.
Donc non seulement au travers de l'alliance militaire allemande, qui est le Reichspakt, euh, et l'alliance économique allemande, donc la Mitteleuropa, qui sert à l'Allemagne de projection économique et d'outils de lutte économique contre les blocs plus ou moins hostiles que sont la Russie, unique, et l'internationale syndicaliste. Donc on va rentrer dans le dur. À chaque fois, je vais faire une petite présentation des événements au moment de la Weltkrieg qui ont amené à la création de ces États tels qu'on les connaît dans le Kaiserreich. Puis ensuite, on ira sur le post-Weltkrieg et ça ira bien. Donc tout d'abord, la Pologne au plus proche de l'Allemagne. Euh, donc pour le début de la guerre, on est sur des événements qui sont assez similaires à ce que l'on a connu par chez nous. Je vais pas trop épiloguer sur le personnage de Józef Piłsudski, qui est plus ou moins le fondateur de la Pologne moderne, qui, comme pour chez nous, a d'abord fait le pari d'engager donc ses forces, à savoir les légions polonaises, aux côtés des Autrichiens et des Allemands pour vaincre les Russes, qui, je le rappelle, étaient les détenteurs de l'essentiel de la Pologne, avec notamment Varsovie. Pour ensuite, dans son esprit et tel que planifié et tel qu'il fera pour nous, quoi, dans la véritable histoire, pour finalement se retourner contre les Allemands, ou du moins refuser de s'engager contre l'Entente, donc les forces de l'Ouest, et ultimement réaliser l'indépendance de la Pologne, surtout aux dépens de l'Allemagne. Ouais, c'est ce qui correspond à la réalité, hein, parce que effectivement, Pilsudski a été assez lucide. Enfin, c'est du pragmatisme politique, mais sa pensée était simple, c'était que la Russie soit battue par les empires centraux et que les empires centraux soient ensuite défaits par l'entente, ce qui va se passer dans notre réalité. Voilà, Absolument. c'était son pari, qui a un personnage intéressant dans son évolution idéologique complexe. C'est assez intéressant. À part détester la Russie, il a eu des revirements assez intrigants et qui n'auraient pas eu lieu d'ailleurs sans les événements qui se sont passés dans la réalité. Donc effectivement, ça aurait été dans l'optique de Kaiserreich un tout autre personnage qui est pas dont les revirements sont pragmatique et marqué par ce qui se passe dans la réalité polonaise et géopolitique du temps autour de lui. Ouais. Mais c'est un personnage assez complexe. Ouais. On connaît mal, parce qu'on connaît mal tous ces pays, de toute façon. Merde. Exactement. Bah, j'en profite, je marque une petite parenthèse sur lui. J'ai une biographie de ce personnage, donc à l'occasion, je pourrais peut-être passer pour Ouais, en parler lors d'une autre réception. avec grand plaisir. Avec grand plaisir, d'autant plus que pour ces deux raisons, parce que c'est un personnage vraiment qui a une vie assez incroyable. Il est extrêmement intéressant. Ouais, c'est très intéressant. En plus, c'est des pays, notamment tous ceux qu'on va évoquer qui existent, en tout cas, dans les années d'après-guerre, on va dire jusqu'à la seconde guerre mondiale, même si même après, on peut douter de notre connaissance du sujet, mais c'est des pays qu'on connaît très mal dans leur politique intérieure concrète, quoi. Donc, ouais, pourquoi pas. Sujet intéressant. Écoute, garde-toi ce truc-là de côté, et puis si t'en reviens un jour, ouais, avec grand plaisir. Ce serait très intéressant, je pense. Bah, je reviendrai et je te ferai signe à l'occasion. Ouais, tranquille, on a le temps, puis il y a encore plein de choses à évoquer. Vas-y. Bien sûr. Donc, finalement, donc, ce qui se passe, ça fait beaucoup de donc. La Russie se fait battre, les forces centrales prennent possession de la Pologne, et lorsque la Russie sort de la guerre, Pilsudski, comme pour notre réalité, refuse de prêter, c'est toute une affaire de serment, prêter à l'Allemagne pour aller combattre contre l'entente à l'ouest. Du coup, il se fait interner, les légions polonaises se font désarmer, et on a, de l'autre côté, à l'ouest, Roman Dmowski, Dmowski, j'ai toujours dit Dmowski, qui lui est aussi un personnage intéressant. C'est le père de la démocratie nationale. C'est un chrétien, enfin c'est un catholique, un polonais catholique C'est très un pour oxymore, un oxymore, un polonais catholique. De la réalité, il était très favorable aux politiques de polonisation, Oui, c'est-à-dire c'est vrai. assimilation agressive des minorités. Mais il évoluera vers le fascisme après la guerre, et c'est
c'est le grand nationaliste de l'après-guerre, l'opposant éternel à Piłsudski. Je crois que les deux meurent en plus à peu C'est près ça. en même temps, mais c'est les deux grands rivaux effectivement de la scène politique. Je comprends Piłsudski pour le grand nationaliste et compagnie, mais en fait il est plutôt mal vu du camp vraiment nationaliste extrémiste Oui. polonais. Il avait, il avait entre autres le mauvais goût pour les nationalistes polonais, enfin ceux qui étaient favorables à la polonisation, de ne pas être justement trop bourrin avec les minorités qui Non, composaient la Pologne, c'est effectivement notamment les ouais, Biélorusses, protecteur Lituaniens et tout ça. un protecteur des minorités, malgré ce que l'on croit. Il est plutôt effectivement dans une politique d'assimilation euh, étatique plutôt que de polonisation ethnique, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est en soi logique hein, pour le personnage lui-même qui est fils, enfin, il est fils, je sais plus si c'est sa mère ou son père qui est polonais, mais il est né à Vilnius. Oui, C'est un Lituanien de, de sol au moins, ouais, mais ouais, polonais de ouais, bien sang. sûr. Mais je précisais ça pour le côté, c'est vrai que Piłsudski a une image, tu sais, l'autocratie, la dictature et tout Bien ça, sûr. donc forcément plus ou moins nazi, quoi. Entre guillemets, hein, on se comprend à notre époque en Oui, mais 2026. on est plus intelligent que ça, on voit au-delà de ce genre de choses. Bah, on voit la réalité en fait, quoi. C'est juste ça. Hmm. C'est un peu ça l'idée, quoi. Bref, vas-y. Bref. Donc, le pari de Peluski ne fonctionne pas parce que, comme vous le savez, pour Kaiserreich, l'entente finit par perdre. Et ça amène finalement à la concrétisation d'un projet qui avait germé hein, pendant la Première Guerre mondiale, qui était la constitution d'un État polonais sous coupole allemande et austro-hongroise. Bon, finalement, ça va surtout être sous coupole allemande, vu que l'Autriche-Hongrie va se retrouver extrêmement affaiblie au sortir de la guerre. Et on va finir avec une constitution qui va être adoptée en 1919. Cette constitution, en Tu me diras, bref, elle va... excuse-moi, je t'interromps juste une seconde, tu me diras pour les images, en Ouais, fait, hein. ouais. Ouais, ok. Oui, la première image, c'est Piłsudski hein, qu'on voit au centre avec sa belle moustache. Tu peux mettre l'image suivante, donc, qui était Roman Dwomski, qui avait aussi une belle petite moustache, qui a l'air un type sympathique. Ouais, ils ont tous l'air de se marrer. C'est des mecs avec qui on rigole. Attends, Ouais, ouais, mais tu sais quoi, je vais ouvrir le dossier, comme ça je suivrai par rapport au nom. Ouais, je vais me démerder comme ouais, ça. Je vais me démerder comme ça, t'inquiète. Mais c'est vrai ok, que du coup, j'étais un peu paumé, mais c'est bon, je vais m'y retrouver. Ça va aller. pas de souci. Donc, la constitution qui est adoptée en 1919, en bref, elle instaure un bicaméralisme, donc avec une chambre haute et une chambre basse, le Sénat en haut et le Sejm, qui porte le nom de l'ancienne Assemblée des nobles polonais du temps de la République des deux Nations, pour la chambre basse. En gros, c'est les députés, quoi. Et un roi qui doit nommer, vu que le pays doit être une monarchie, un roi qui doit nommer le Premier ministre et qui dispose de larges pouvoirs, notamment un pouvoir de veto législatif. Donc on est très inspiré de systèmes semi-constitutionnels allemands euh, avant les réformes, de mars, donc de mars 1920. Et encore, je crois que même le Kaiser n'avait pas de pouvoir de veto législatif, donc il se retrouve avec une bonne prise sur la vie politique. On peut mettre l'image suivante, donc la 29, qui va être le joyeux luron euh, qui va accéder au trône. Parce que en octobre 1919, c'est August Wilhelm Heinrich Gunther Victor von Hohenzollern, qui est le quatrième fils de Wilhelm II, qui va être élu par l'organe exécutif de cet État polonais en germe. Est-il Euh, homosexuel? C'est ça la question qu'on se pose. Après avoir vu alors, l'affaire Hollenburg, est-il homosexuel? Est-ce que c'est celui? Je me souviens même plus si c'est lui. Non. Je- alors pour la blague, dans Kaiserreich, il a le trait, il a littéralement un trait qui est le roi efféminé. Ah, Donc d'accord. C'est je te possible. laisse, je te laisse établir. C'est possible. Non, non, mais il a des. Voilà, Je crois que c'est lui hein, qui avait des tendances c'est probable, oui. homosexuelles marquées. C'est très probable, Voilà. oui. Bref, peu importe. Mais bon, voilà, je vous renvoie à l'affaire Hollenburg et à toute cette homosexualité qui entoure le Kaiser. Voilà, bref, peu Oui, importe. c'est l'amour viril. Oui, oui, on s'aime entre Germains. Voilà, c'est comme ça.
Donc il est élu par le conseil de régence, donc l'organe exécutif, sous le nom de Auguste IV, donc se plaçant dans la continuité, hein, du dernier roi de Pologne qui était, alors techniquement non, le dernier roi de Pologne c'était je crois, Philippe, Ah, j'en ai absolument aucune idée. c'était Stanislas Poniatowski, mais je sais Ah plus si oui, c'était Auguste III. Heu, bah, bref, bonne question. Je c'était connais, alors je connais pas du tout, je serais incapable de te le dire. Bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ancien plan cul, de Catherine II de Russie est devenu roi de Pologne Stanislas II. et ça va être le dernier roi. Ah ouais, c'est Stanislas ça. II. D'accord. Tout à fait. Donc il doit y avoir un Auguste III qui traîne. Ouais, c'est ça. Oui, oui, parce que Auguste II, c'était Auguste de Lefort, le premier roi de Saxe à être aussi roi de Pologne, qui va se faire tabasser, par Charles X, enfin par Charles XII de Suède. Bon bref, on Oh, dérive trop dans le passé. avec des périodes de merde. Moi, personnellement, entre 1500 et 1800, tu m'oublies, je suis perdu. Il y a trop il y Même a trop de l'histoire de choses. France. Oh là, Louis XIV, oui, peut-être un roi. Voilà. Donc, bon, Je sais oui, il était peut-être boulanger. vaguement entendu parler, quoi. Donc cet Auguste IV, donc qui est un roi allemand, hem, et donc un roi étranger et dès ses débuts assez impopulaire. En fait, il doit son pouvoir et le maintien de la stabilité du royaume uniquement au fait que, bah, l'Allemagne est victorieuse, la Pologne a pas trop les moyens de dire non et le conseil de régence a réussi à rallier à lui la vieille noblesse polonaise, dont je ne me risquerai pas à dire le nom parce que je ne parle pas bien polonais, hem, mais c'est un nom assez dégueulasse, qui, en gros, trouvent plus ou moins leur intérêt dans l'établissement de ce nouveau régime. On a donc un État, qui naît en étant résolument sous influence allemande. On conserve toujours une certaine influence autrichienne, notamment dans le sud du pays, hein, aux alentours, je crois, des régions de Lublin. Heu, oui, si je ne dis pas de bêtises, à moins que Lublin soit en Galicie-Landomérie. Ah, je me perds un petit peu dans la géographie locale. Mais bref, les Autrichiens ont de l'influence dans le nord, les Allemands ont de l'influence un peu partout ailleurs. Et on commence avec un point qui va assez crisper les nationalistes polonais, à savoir le fait que le royaume ne va pas s'unir à la Galicie-Landomérie. La Galicie-Landomérie, c'est la partie de l'Empire austro-hongrois qui était dominée démographiquement par beaucoup de Polonais. Donc c'est la région de Cracovie, hein, Cracovie, et qui s'étend jusqu'à l'actuel Lvov, qui était, je crois, la version polonaise de. Enfin, sa version polonaise, c'est Lublin, si ma mémoire est correcte. Euh, et qui était, pour cette partie-là, la partie Est. La version polonaise de Lvov, Oui, je crois, oui. t'es Ou sûr? alors je confonds avec une autre ville. Non, c'est possible, mais parce qu'en allemand, en polonais, c'est Lvov Ah aussi, non, c'est Lublin. sûr. C'est Lemberg en allemand, mais non, non, Lublin, Oui, oui, c'est. non, Lublin, c'est une autre ville, Ah oui, effectivement, tout à autant pour fait, moi. tout à fait. Oui, non, non, en fait, la version polonaise, c'est Lviv. Oui. Ouais, mais Enfin, non, Lvov et Lviv. non, c'est Lvov en polonais et c'est Lviv en ukrainien. C'est Oh là ça. là, quelle angoisse. Mais bref, Non, peu la, importe. la partie la partie où il y a la grande ville de Galicie-Landomérie hors Cracovie, c'est Lviv. Enfin, c'est là où il y a Lviv. Et elle est peuplée majoritairement d'Ukrainiens, pour le coup. Même s'il y a des minorités polonaises assez importantes. Ah oui, ce sera un véritable bordel, même dans la réalité, hein. Autour de Ouais. Lvov, Bah, ça, Lviv, ça va être la folie, hein. ça va être Euh, récupéré par la Pologne, par la Deuxième République de Pologne, hein, pour nous. Donc, c'est eux qui vont avoir à gérer le bousin. Mais là, il n'y a pas d'union avec ce territoire. Et on se retrouve avec, du coup, avec un État polonais qui est très diminué. Je te laisse mettre l'image 30 Ouais, c'est fait, c'est qui fait. montre un petit peu une partie de la forme de cet État. Donc on est vraiment sur l'ancien royaume du Congrès qui était en union personnelle avec l'Empire russe et rien de plus. Donc on a aussi, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer à propos de l'Allemagne, on a le renoncement de l'Allemagne à ce fameux projet de découpage des frontières polonaises. Qui devait voir permettre l'installation de familles allemandes et tout ça sur le territoire polonais. Je ne sais plus si c'est le mouvement du
J'ai peur de confondre avec le grand mouvement C'est le... d'exode des bourgs. C'est le Drang Ah, Osten, c'est le je crois. Drang Osten, tout à fait, ouais. Ouais, c'est Ceci ça. étant dit, après la Première Guerre mondiale, t'en avais moins besoin parce qu'il y avait un petit peu moins de population, quoi. Donc c'était Oui. moins nécessaire, directement en 1918. Ouais. Pas 19, peu importe, quand la guerre se termine, voilà. Il y a quelques Oui, millions d'Allemands qui ont disparu, donc bon, il y a un peu de c'est place ça. dans le pays. Ça rééquilibre un peu. Mm. Donc, une fois que du coup le pays est créé et que la situation s'est un petit peu stabilisée, on va avoir les premières élections en 1920 qui vont donner naissance au parti qui va dominer la scène politique polonaise, qui est le Cercle politique interpartisan, ou CPIP, hein, en abrégé, qui sont en gros une collection de conservateurs, libéraux économiques, euh, qui vont s'accorder sur la forme monarchique du pays et se rallier au roi, se rallier au nouveau roi. C'est pas un parti unique, enfin c'est pas un parti uni, mais c'est une espèce de coalition qui va se former d'elle-même. Elle s'oppose, cette coalition, au bloc dit des réformistes, qui sont des libéraux à la fois sociaux et économiques, et des sociodémocrates et socialistes qui sont assez forts, euh, malgré, malgré le grand frère allemand qui veille. On a une tentative avec ces élections de 1920 de la part des chrétiens démocrates de faire un gouvernement avec les libéraux, mais ça va échouer et amener du coup les chrétiens démocrates dans les bras du CPIP pour gouverner avec lui, ce qui va permettre d'avoir un gouvernement de centre droit droite pour gérer le pays, au moins au début, à condition cependant que le roi se plie aux règles de la vie démocratique, euh, non sans renoncer pour autant à ses pouvoirs de veto spéciaux et tout ça. Mais en gros, on va avoir un début de stabilisation et de démocratisation du pays, au moins tel qu'il est dans sa forme constitutionnelle. Donc, avec ça, on a bien l'après-guerre qui commence, enfin l'après-guerre, l'entre-deux-guerres, ça dépend. Et cette période, eh ben, elle voit un développement économique assez important du pays, qui en avait bien besoin, hein. Je rappelle que la Pologne, anciennement russe, c'était la partie la moins développée de la Pologne, On rappelle que c'est la parce Pologne, que, hein, tout parce que russe, simplement. On rappelle que c'est la Pologne, oui, hein, tout simplement, voilà. Le c'est ça, reste, hein. c'est de la merde. Hein. Surtout aussi parce que c'était dans l'Empire russe, et l'Empire russe, ça avait quand même un gros retard économique, euh, et y compris dans ces parties-là. Et donc, cette période voit le développement du rail, de l'industrie légère dans le pays, qui profite de sa position vraiment stratégique de porte vers l'Europe de l'Est allemande. Donc, ça sert un petit peu de hub logistique. Et Varsovie devient une espèce de point de ralliement pour les réseaux ferrés qui lient l'Allemagne au reste de ces États tampons en Europe de l'Est. On a, durant la période, diverses tentatives de réforme agraire pour gérer en fait une population qui, du fait de la paix et d'un développement économique grandit. Mais à chaque fois, ces tentatives échouent, de par notamment l'opposition de la noblesse polonaise qui veut garder la main sur ces terres, qui va générer pas mal de frustration, jusqu'à ce que finalement il y ait une réforme agraire qui arrive à passer, au moins partiellement. La période voit vraiment la solidification des liens entre la droite et le régime monarchique. On a un projet de polonisation, donc on a évoqué un petit peu plus tôt, qui se met en place au fil des années. Donc en gros l'idée c'est de lutter contre les minorités culturelles et linguistiques, notamment les juifs, mais pas les allemands, parce que on peut pas trop. Euh, ce qui rallie au régime beaucoup de nationalistes, euh, et force l'opposition du bloc réformiste à renforcer sa propre coopération. En gros, les libéraux et les divers milieux de gauche
se, se soudent davantage face à l'influence grandissante de la démocratie nationale de Dmowski au sein du gouvernement polonais. Et tout ce mouvement de polonisation et de développement économique va prendre soudainement fin en 1931, qui, je le rappelle, 1931, c'est la crise du Krisenstadt, donc en Autriche, qui a des répercussions économiques assez importantes en Pologne, si bien que Auguste IV va dissoudre le Sejm et provoquer des législatives anticipées. Ces législatives anticipées, elles vont amener à l'établissement d'une assez large coalition qui va aller des chrétiens démocrates jusqu'aux sociaux-démocrates, donc de la droite classique jusqu'à la gauche socialiste réformiste, en passant évidemment par les libéraux du centre, tout en excluant le CPIP, qui était le grand meneur des coalitions gouvernementales jusque-là. La coalition va cependant assez rapidement entrer dans une logique de coopération pragmatique avec le régime monarchique. On a bien conscience qu'on pourra pas, enfin ils ont bien conscience qu'on pourra pas renverser le régime, surtout avec l'Allemagne qui veille à côté. Donc autant essayer d'améliorer la vie des gens et de mettre en place un programme politique. Ça va se concrétiser par une implication économique de l'État très marquée, avec un grand plan d'investissement qui vise à développer l'industrie, avec divers plans d'emprunt réalisés auprès de banques allemandes. C'est ce qui va être intitulé le plan de 4 ans. On n'est pas sur un plan quinquennal, mais on est sur un plan quadrennal, qui va porter assez bien ses fruits. L'économie va réussir à être relancée assez efficacement, et on va avoir l'économie qui repart et reprend son train de développement d'avant la crise. Ça va aussi voir le développement à l'époque, donc avec cette nouvelle coalition gouvernementale, d'un début d'assurance chômage et d'aide à l'enfance, et d'un allègement relatif de la censure de la presse. Je t'invite à mettre l'image 31. On voit un petit peu l'organisation territoriale Ah, de la pardon. Pologne. Ok. Mais je l'avais déjà mise. Elle était déjà là. Ouais, bah y a pas de souci alors. Donc on peut voir un peu comment le pays est organisé, hein. Il est tout petit, mais on a 5 régions. Donc, la région de la capitale Varsovie, enfin la ville même de Varsovie, la région de Varsovie, qu'on peut appeler aussi la Mazovie anciennement, celle de Lodz, de Kielce et de Lublin, donc du nom de leur ville principale. Donc on est sur un pays qui est petit, mais qui se développe assez nettement sur la période, bien que, faut pas se le cacher, il reste sous influence. Bien que la coalition qui a émergé de 1931 applique un programme politique qui fonctionne assez bien, et ben le roi va décider de dissoudre le Sejm en 1934, 2 ans avant le début du jeu, estimant que la coalition avec les sociaux-démocrates a fait ce pourquoi elle avait été élue, à savoir relancer l'économie, lutter contre la crise. Ça va amener à un retour du CPIP au pouvoir, avec à nouveau le soutien des chrétiens démocrates, donc qui sont, de par leur position importante, sont de fait le pivot de n'importe quel gouvernement durant la période en Pologne. Et on va avoir du coup, en réponse à ce retour du CPIP aux affaires, la formation de l'Union pour la défense de la loi et la liberté du peuple, aussi appelée Central Law, qui va unir les libéraux et les sociaux-démocrates au sein vraiment d'une alliance programmatique structurée, dans l'objectif justement des élections qui viendront, et qu'on aura l'occasion de voir justement dans le jeu. Et finalement, le dernier événement majeur de la période, c'est l'image 31, avec le vieux Piljuski, en qualité dégueulasse, mais bon, Oui, c'est pas on fait grave. ce qu'on peut. T'inquiète pas.
Le vieux Pilsudski qui, comme dans notre réalité, va mourir en 1935. Pendant toute la période, en fait, de par le rôle qu'il a joué et de fait qu'il a pas réussi son pari, il a surtout été à la retraite et en résidence surveillée pendant toute la période. C'était toujours un symbole, mais il n'a pas pu accéder au destin que notre histoire lui a réservé, malheureusement pour lui. Et sa mort, c'est l'occasion justement de grands rassemblements justement en son hommage. Et ça va être l'occasion pour les opposants au régime, de cristalliser véritablement toute leur frustration contre cette influence étrangère, ce roi étranger, la prise économique des Allemands et des Autrichiens sur le pays. Et ça va contribuer à une montée générale des tensions dans le pays. Comme par Ce qui fait que hasard, en 1935, juste avant le jeu, quoi. Exactement. D'ailleurs, j'y pense, est-ce qu'on fait un point à chaque pays rapidement sur ce qu'il est possible de faire? Ce serait peut-être pas mal plutôt que de le faire au global à la fin, parce que là, on voit les pays individuellement. Ouais. La Pologne, en jeu, soit elle reste sur la voie monarchiste, et en gros, elle reste avec le cercle interpartisan, tout ça, donc le CPIP. Et du coup, ça reste... c'est un régime qui peut basculer plus ou moins vers le centre, c'est-à-dire avec des libéraux, ou aller vers davantage de conservatisme. Et dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose qui change. Là où il y a le plus de changements, c'est si c'est le centre-low qui accède au pouvoir. Alors, en général, la monarchie a tendance à tomber. On tombe sur l'installation d'une république, gérée surtout par des sociaux-libéraux ou des sociaux-démocrates, donc qui mettent en place un agenda justement assez libéral, social-démocrate, ce genre de choses, avec liberté de la presse, droit des travailleurs, les trucs classiques, quoi. Ce genre de conneries. Exact. Et on a la voie beaucoup plus dure, qui est la voie militariste, qui se divise en deux. La voie militariste standard avec Randy Smedley, j'ai plus son nom exact, mais je crois que c'est ça. En gros, ça a été le successeur à la tête de l'armée, le successeur de Pilsudski dans la réalité. Et là, c'est un général qui peut mener un coup d'État et rallier la Pologne à la Russie lorsque la deuxième Weltkrieg arrive. C'est un gouvernement militariste, nationaliste, qui du coup va avoir des tendances expansionnistes. Ou alors le gouvernement peut devenir national-populiste avec, je crois, les héritiers de Roman Dmowski et je crois d'inspiration de la phalange polonaise, donc inspiré des phalangistes espagnols, eux-mêmes inspirés par les fascistes italiens, dans certaines mesures. Et en gros, avoir des espèces de pseudo-fascistes polonais à la tête du pays. Sinon, le pays, il a différentes voies militaires, mais bon, la Pologne en termes de militaire, c'est pas la folie, quoi. C'est 11 millions d'habitants, c'est limité. C'est pas une industrie très très forte, même si elle peut se développer. Mais en gros, c'est ça. C'est quelle voie la Pologne va prendre. Elle peut aussi basculer syndicaliste. Ok. Non, mais disons que c'est un pays qui a un intérêt mineur, mais on va voir sans doute encore pire après, quoi. Mais oui, ok. Il y a plusieurs. C'est un pays un peu pivot qui peut être un soutien ok pour les puissances centrales, ou une épine temporaire, surtout temporaire, dans le cul des puissances centrales. Oui, son Parce qu'en destin, général, elle se fait assez vite écraser. C'est ça, c'est son destin, c'est de mourir en 39, enfin, tu vois, de sa belle mort, comme dans la réalité, quoi. Si elle passe contre les puissances centrales, c'est une petite guerre pas si difficile pour la bouffer, j'imagine. Ok. Exactement. Ok, qui dépend de la conclusion finale de la guerre mondiale. Soit. Donc, ensuite, on passe à son petit voisin auquel elle est historiquement très liée, à savoir la Lituanie. Alors là non plus, je vais pas avoir grand chose à dire.
Ah, Bah, la Lituanie, non, ouais. non, mais le cas des guerres d'indépendance baltes, la seule notion importante que j'aurais vue, c'est de savoir si elles étaient inéluctables ou pas. Enfin, tu vois, ou si c'était une question d'occasion. Tu vois, si elles avaient éclaté, est-ce que l'Allemagne, dans la situation dans laquelle elle est, même dans Kaiserreich en 18, a envie d'y gaspiller du temps et des troupes. Mais voilà, c'est vrai que dans un univers comme celui-là, et puis la politique lituanienne, alors là, si t'as une biographie sur Wow. le sujet, hein, n'hésite pas à venir. Mais, Non, 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 ça ira. mais là, Autant j'ai waouh! un intérêt pour la Pologne, la Lituanie, je m'en contrefous. Wow. J'avoue que passer les guerres d'indépendance et ce qui concerne les corps francs, toute cette épopée-là, moi c'est trou noir. Aucune idée de ce qui s'y passe. Donc du coup c'est Ouais, bien parce qu'il peut s'y passer n'importe quoi. Tout est pertinent. on sait pas à Voilà, quel point c'est de la connerie. c'est ça. Donc, euh, la Lituanie, donc je t'invite à mettre l'image 33 qui va arriver un petit peu plus tard, mais on va y arriver assez vite. Donc en Lituanie, tu as des mouvements pour l'indépendance qui se structurent assez rapidement, hein, dès 1916, qui essayent tout d'abord de se montrer indépendants de l'influence allemande, donc avec avec une domination social-démocrate, puis ensuite un côté beaucoup plus nationaliste, nationaliste de droite. Mais finalement, par pragmatisme, on a des nationalistes nationalistes et des modérés libéraux, globalement, hein, autour du centre, centre-droit, centre-gauche, qui vont se rallier à l'idée d'un pays dont l'indépendance est garantie par l'Allemagne. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un plan qui est proposé aux Allemands de coller encore une fois, hein, un de leurs princes à la tête d'un un petit État lituanien. Ça va aboutir à la proposition de Monsieur Herzberger en personne, hein, donc Matthias Herzberger, qui va proposer la personne de Wilhelm Karl Florestan Gero Crescentius von Urach, donc qui est graf de Württemberg et duc d'Urach. Donc la personne, le monsieur qu'on voit là, avec sa belle petite moustache, qui va le proposer à la couronne lituanienne. Celui-ci va accepter et devenir le premier roi de Lituanie depuis l'indépendance retrouvée du pays en juillet 1918 sous le nom de Mindaugas II le 11 juillet. Donc, les points brefs qui amènent ce personnage surtout à la tête de la Lituanie, c'est que d'abord c'est un catholique. Il est issu du Württemberg, hein, et la Lituanie est catholique, pas orthodoxe, même si l'orthodoxie est pas très loin. C'est un Allemand, donc la faveur du dominant. C'est un militaire de carrière qui a apparemment d'assez bons états de service, de ce que j'ai cru voir. Et ce n'est pas un Hohenzollern pour limiter un peu l'influence allemande, dans la mesure du possible, hein, sur le pays. Donc on pénètre comme ça dans l'après-guerre. Donc son couronnement a lieu le 1er janvier 1920. Il a la particularité de prononcer son discours d'intronisation en lituanien, ce qui fait assez forte impression sur la foule. Et il offre au pays une constitution, où il met en place un gouvernement assez large, mêlant des conservateurs, des libéraux et cette particularité de l'Europe de l'Est, avec des agrariens, donc des mecs issus du monde paysan et tout ça. C'est pas les petits animaux dans les tapis. C'est pas ça. Non, pas les acariens. Et donc il va former un gouvernement assez large, plus ou moins un gouvernement d'union nationale, pardon, et sanctifier tout ça au travers d'une constitution qui va publier en 1921, donc dès l'année suivante. Celle-ci est d'inspiration très libérale pour l'époque, hein, surtout pour quelqu'un issu d'Allemagne, où lui-même, en tant que roi, a un rôle surtout cérémoniel. Il n'a pas réellement de pouvoir, il est une figure unificatrice, un petit peu comme le roi d'Angleterre. Ce qui contraste beaucoup avec les autres régimes d'Europe de l'Est, où on a un gouvernement vraiment avec un exécutif assez fort,
là, la tête de l'exécutif qui est le roi est assez en retrait. Bon, ça change pas le fait que la Lituanie, honnêtement, c'est un pays un peu de merde. Et donc, le pays est sous la tutelle économique de l'Allemagne qui est juste à côté. Dispose d'un seul petit port qui est son unique accession à la mer Baltique, et aussi assez dépendant du port de Memel. Et on voit du coup dans l'après-guerre l'organisation de la vie politique, surtout autour de 3 partis majeurs. On retrouve ces bons vieux chrétiens démocrates, qui sont décidément un peu partout, donc au centre droit ou à droite, les sociaux-démocrates à gauche, et un parti qui se montre en opposition vis-à-vis du régime tout entier, qui est le Parti du Progrès National d'Anatas Smetona. Alors, petit point sur Antanas Smetona, c'est dans la réalité le gars qui va être président de la Lituanie pendant quasiment tout l'entre-deux-guerres. Donc ça va être le dictateur de Lituanie. Et là, dans les faits, il s'est fait jarter par les autres indépendantistes parce qu'il était trop nationaliste et anti-allemand. Donc là, il est dans son propre parti, qui est un parti d'opposition, littéralement un parti anti-système, qui au début n'est pas particulièrement populaire, mais va gagner justement en popularité au fil des années. L'événement majeur de cette Lituanie, pour cette Lituanie d'après-guerre, c'est la mort de son premier roi, Mindaugas II, et l'accession au trône de son fils, qui a l'air décidément extrêmement heureux, donc l'image 34. Oh la vache. Ils ont tous un deuil, c'est pas possible. C'est des photos qui sont prises. Putain, on dirait qu'ils ont tous la chiasse, quoi. C'est incroyable. Il était peut-être véritablement pas heureux d'être là. Donc, Mindaugas II meurt le 24 mars 1928, et c'est son fils cadet, donc Karl Gero Albrecht Joseph Wilhelm Anton Maria von Urach, qui va lui succéder sous le nom de Vytautas II. Lui, en fait, ça l'emmerde parce que son frère aîné est mort quelques années avant, je crois. Et à la base, ce qu'il voulait, c'était être architecte à Munich. Il était d'ailleurs en études à Munich et il va être rappelé à son devoir familial pour devenir roi d'un pays dont il n'en avait strictement rien à faire. Donc ça peut expliquer pourquoi il tire la tronche. Dès le début, c'est un roi assez populaire, enfin assez impopulaire, pardon, qui, comme je l'ai dit, n'en a pas grand-chose à faire de son pays. La mort la succession va être l'occasion d'une petite tentative de coup d'État par des nationalistes, où tu vas avoir des petits soulèvements sporadiques un peu partout dans le pays, qui vont pas aboutir à grand-chose. Ça va surtout être un pétard mouillé. Et à partir de là, des années qui vont s'écouler jusqu'en 1936, on va être sur un épuisement progressif de la popularité de la monarchie et une montée du nationalisme, et donc du parti qui est lié, le Parti du Progrès National d'Antanas Smetona. Oui, j'imagine que le pays n'a pas un grand intérêt à être joué. Non, clairement pas. Ouais. Le pays, en termes de jeu, est comme un peu la Pologne. C'est-à-dire qu'il peut avoir un rôle de pivot. Soit c'est un gentil petit sous-fifre de l'Allemagne qui aide à lutter contre la Russie, soit les nationaux populistes, donc littéralement l'extrême droite locale, menée par, je crois, Smetona, parviennent à prendre le pouvoir avec le soutien de la Russie, à organiser un coup d'État, programmer la République de Lituanie et faire chier pendant maximum quelques semaines les troupes du Reichspakt dans le coin avant de se faire écraser. C'est un pays qui est, j'imagine, alors je vois pas les frontières que Kaiser Reich leur attribue, mais j'imagine que c'est beaucoup moins puissant encore que la Pologne, quoi. Oui. Les frontières sont à peu près les mêmes que celles que la Lituanie a eues dans la réalité, sauf qu'ils ont Vilnius en plus. Donc leur capitale n'est pas à Kaunas, mais à Vilnius.
Mais tu vois, j'allais dire que c'était pas si mal pensé d'avoir transigé cette situation un peu explosive en mettant un roi, mais tu vois, je connaissais si mal la politique lituanienne que, effectivement, Mindaugas II a été réellement l'éphémère roi de Lituanie en 1918. Et son fils, qu'on voit avec sa tête de dépressif, est réellement l'héritier nominal du trône de Lituanie dans notre histoire. Tu vois, je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc là, pour la Lituanie, voilà, comme j'ai dit, hein, j'ai abordé l'essentiel pour la Lituanie. Ça, c'était la partie un peu facile. On va rentrer dans un truc un peu plus dur et beaucoup plus bordélique, mais qui va peut-être un peu plus te parler, qui est le duché de la Baltique unie. Donc le duché de la Baltique unie, je l'ai déjà un petit peu abordé. C'est quoi, c'est C'est Estonie-Lettonie en gros? exactement, Ok. c'est la fusion de l'Estonie et Lettonie avec capitale à Riga, qui est en gros un pays dominé par les Germano-Baltes, façonné par les Germano-Baltes et dominé par eux. Et c'est un colossal bordel. Euh, donc, bah, on y va. Donc pendant la Weltkrieg, on a l'organisation des Germano-Baltes qui bah, vont se rallier en faveur justement d'une unification de la région, donc Estonie-Lettonie, en une seule entité politique, où ils seraient plus ou moins, bah, ils auraient au moins un rôle important. Ça va se concrétiser parce que les Allemands sont pas trop favorables au mouvement indépendantiste estonien et letton. Et le territoire des deux pays qu'on connaît vont être unifiés en un seul. Je passe vraiment très rapidement parce que Oui, oui, c'est non, vraiment mais t'en fais pas. De imbuvable. toute façon, dans la réalité, c'est une horreur aussi. Ouais, ouais. Et on va aboutir à l'élection d'un duc, donc le petit bonhomme qu'on voit en image 35, Adolphe Friedrich Albrecht Heinrich, duc de Mecklembourg, qui va être élu à la tête de cet État. Donc c'est une figure unificatrice pour cet État très très artificiel, que dès le début de cet État en construction, on va avoir une tentative estonienne d'accéder à l'indépendance, qui va assez bien marcher. Hein. Les Estoniens vont réussir les nationalistes estoniens vont réussir à s'emparer de Tallinn, ou Reval, ça dépend comment on l'appelle. Mais ils vont se faire rentrer dans l'art par la division de la mer Baltique, commandée par image 36, quelqu'un que tu connais un peu mieux. Euh, Undercolts. ce bon vieux Gustav Adolf Joachim Rüdiger Graf von der Goltz, donc on va abréger en Rüdiger von der Goltz, qui commande cette division, qui a combattu pendant la guerre civile finlandaise, du côté des Blancs, contre les Rouges, et va s'installer dans ce duché de la Baltique unie, et former le noyau de la future armée de ce duché, qui prendra le nom de Baltische Landeswehr, Qui est que tu connais une aussi. vraie unité dans le bordel balte du temps, qui sera dissoute à la fin des guerres d'indépendance et des interventions allemandes, qui sera intégrée à l'armée lettonne après les combats contre les bolcheviks. Ça me donne envie de refaire une vidéo sur les corps francs et sur les réprouvés, c'est terrible. Je pourrais en faire jusqu'à la fin des temps. Vas-y. Ah, c'est bien. Donc, cette Baltische Landeswehr, assez bref, ça va former le noyau dur d'une armée vraiment professionnelle, qui est pas du tout une armée de masse, mais une armée extrêmement qualitative pour ce petit État artificiel allemand dans le coin. Et de par son poids militaire, c'est une institution qui va avoir une grande influence sur le nouvel État. Rüdiger von der Goltz va vraiment être presque le numéro 2 du régime, euh, derrière, euh, derrière les rideaux. Donc, une fois que bah, la guerre se termine, on rentre vraiment dans le bordel. À savoir que c'est un État sans véritable constitution. Déjà, on commence mal. On n'a pas de codification.
La gouvernance, elle est assurée sur le modèle des gouvernorats russes. Donc on reste sur le système ancien pour ne pas froisser les diverses minorités et tout ça. Sauf qu'on a une superposition des anciennes et des nouvelles administrations. Anciennes administrations qui étaient déjà bordéliques. Et du coup, on se retrouve avec une administration qui est honnêtement qualifiée de byzantine. Bien sûr, dans le mauvais sens du terme. Ça n'a aucun sens. Je m'inscris en faux. Ça ne veut rien dire. C'est débile comme terme. L'administration byzantine fonctionne très bien. Non, mais le terme, effectivement, byzantin, effectivement, c'est devenu dans le langage commun comme des choses incompréhensibles, des millefeuilles, très complexes. Ouais. Mais c'est faux. On pourrait parler d'administration française, ça marche aussi très bien. Ah, exactement. Mais bon, qui sait, peut-être que dans 100 ans, on en parlera. On a une constitution, nous, ceci étant dit. C'est ça, bon, ça nous aide un peu mieux. Donc le pays, et tu peux mettre l'image 37, donc, qui est son organisation territoriale. Ok, c'est fait, t'inquiète pas. Donc avec sa capitale qui est à Riga, l'Estonie qui est réduite d'une partie de son territoire avec le territoire de la Livonie, et le Courlande, enfin la Courlande, qui sont surtout les deux parties constituantes de la Lettonie, et l'île d'Osel, qui est une partie de l'Estonie de notre réalité. Donc Riga, qui est la ville la plus importante du coin, c'est aussi un grand centre industriel. Hein. C'était l'une des villes les plus... l'une des capitales industrielles de la Russie. Je confirme. Du temps de l'Empire. À ne pas sous-estimer, c'est une ville très très importante dans l'Empire russe. Et c'est aussi la ville où il y a le plus de germano-baltes. Je crois que les germano-baltes, ils représentent environ 30% de la population à peu près. Alors, je crois, je me permets d'intervenir, je crois que j'avais donné les compositions ethniques au moins, je crois, de la Lettonie quand j'avais parlé, ou de la Courlande quand j'avais parlé de von Kaiserling, ces histoires de châteaux germano-baltes, mais c'est un pays dans les faits, historiquement avant 1914, qui est devenu quasiment colonial, parce que à la base, c'est un État qui est majoritairement allemand, surtout en Courlande, mais de population. Sauf qu'on va avoir une vraie croissance de la population autochtone, et je suis quasiment sûr de mémoire que, alors la Lettonie a la plus grande part de la population allemande, mais je crois que ça devait être, dans la Lettonie même, 40% au milieu du 19e d'Allemands, et je crois que c'était de l'ordre de 10% ou 15% en 1913, où c'est quasiment plus que des aristocrates et des marchands. Donc il y a vraiment une population dominée et une population dominante qui est très très minoritaire, ou devenue très minoritaire avec l'explosion de population autochtone, on va dire, de Lettons, notamment. L'Estonie, c'est un peu moins le cas, il y a beaucoup moins d'Allemands, mais voilà, c'est un pays qui a encore 40% d'Allemands au milieu du 19e, il y en avait encore plus avant, et il y en a plus que 10-15% avant la Première Guerre mondiale, ce qui est quasiment un pays colonial, hein, presque, même si les types sont là depuis ce temps. Ça répond un peu à la logique coloniale qu'on connaît, nous, avec une population minoritaire qui domine. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Étrangère en plus. C'est pour ça que c'est un coin extrêmement curieux, hein, avec une population qui est une minorité étrangère, qui est à la fois en haut des institutions du temps de l'Empire russe, hein, mais qui est quand même elle-même dominée, mais qui fait partie des rouages justement de la puissance. Et il faut ajouter à ça, effectivement, russe. Tu l'as dit, il faut ajouter à ça le fait que c'est russe en plus, je veux dire nominalement. C'est une folie. Ouais. Donc tu te retrouves avec des, je l'avais déjà dit, mais peu importe, mais tu te retrouves avec des germano-baltes à la fois chez les Russes. T'as un Rheinkampf du côté de l'armée russe en 1914, et tu te retrouves avec plein de germano-baltes du côté allemand aussi, qui ont choisi effectivement le côté, l'aspect ethnique, racial et national plutôt qu'effectivement servir la Russie. Donc c'est vraiment un bordel assez invraisemblable dans la zone, dans la réalité aussi, quoi. Oui, c'est ça. Bon, heureusement aujourd'hui c'est un peu plus simple. Bah on a viré tout le monde. Non mais c'est, il y a eu deux logiques différentes. Les Allemands sont de retour en Allemagne. Hein. Ouais, il y a eu deux logiques différentes post 18 avec une redéfinition des frontières, même si elle a eu lieu aussi en 45. Mais en 45 c'est une politique de nettoyage ethnique doux, on va dire ça comme ça, mais c'est une politique, on crée des États proprement beaucoup plus nationaux, en tout cas avec beaucoup moins de minorités, même si on a encore la Roumanie, la Hongrie, ce genre de choses, il y a toujours des contentieux, mais c'est deux façons de procéder assez différentes, l'issue des, même si on a essayé de faire des
des royaumes et des territoires nationaux après 1918, ça n'est pas le cas. Vous avez encore une Yougoslavie, vous avez encore des choses comme ça qui n'ont pas grand sens aujourd'hui, quoi, qui ont explosé pour toutes ces raisons. Bref. Bah, ça se voulait aussi à des États multinationaux, hein, la Bien sûr, bien sûr, bien Tchécoslovaquie, la sûr, bien sûr. Yougoslavie, c'était Bien pensé sûr, comme tel. bien sûr, mais c'était, ça a été deux mouvements différents, post-18 et Mmh. post-45. Post-45, si on a une stabilité, je peux me permettre, parce que là, dès que tu me lances sur un sujet, moi je mais ça a été une logique différente. La stabilité européenne, elle repose effectivement sur un antagonisme des blocs et compagnie, mais elle repose aussi sur des États qui sont devenus des États ethniquement unis, quoi. Et on le voit avec les États qui ne le seront pas. La Yougoslavie post 45, enfin tu vois, ne l'est pas. Elle finira par exploser une fois le monde transformé. Relativement, relativement Bah, unis et homogènes culturellement, c'est avec un ça. sentiment d'appartenance nationale, solide. Et c'est ce qui avait, en conjonction effectivement avec la situation géopolitique, c'est ce qui constitue une large part de la stabilité du continent européen et qu'on est en train, à mon avis, soit dit en passant, de détruire. Mais bon, bref, mais on va en récolter les fruits un jour, hein, Un jour, pragmatiquement. un jour Pragmatiquement, prochain. la pensée sur laquelle s'est construite l'État national post-45 est aujourd'hui en train de connaître un virement important, quoi. On verra ce que ça développe. Bref, allez, Ouais. vas-y. Donc, je t'invite à mettre l'image 38 pour qu'on voit un petit peu le bordel, Ouais, c'est fait, t'inquiète. culturel et ethnique que c'est. Donc, en bleu, les Estoniens et en rouge pourpre dégueu, les Lettons et en gris, les Allemands, donc qui sont, là où ils sont majoritaires, c'est dans plein de petites bourgades un petit peu partout, éparpillées, qui ne sont pas des blocs unis. Et donc, bah, durant l'entre-deux-guerres, on va avoir, donc dans cet état qui est déjà un cauchemar bordélique, heu, des gouvernements surtout assurés par des conservateurs, dominés par de la chevalerie, germano-balte, qui va du coup, bah, essayer de préserver ses positions de domination. Sauf que ça va générer, durant la période, de plus en plus d'antagonisme Alors je suis désolé, entre les germano-baltes l'image suivante, et les locaux. on voit rien. C'est les institutions Ah, politiques, oui, c'est compliqué. voilà. Non mais c'est ça que je parlais d'administration, on va dire bordélique, à défaut de byzantine. C'est au moins incompréhensible. On n'y comprend rien, c'est dégueulasse. Heu, voilà, c'est juste horrible. Donc face à ce bordel, on a, une montée des tensions entre l'élite germano-balte et les locaux, qui sont, bah, plus ou moins exclus des sphères de pouvoir. Heu et ils sont rejoints, par un nouvel acteur qui est l'émergence d'une petite classe moyenne, qui, est surtout issue des locaux, mais on a aussi des germano-baltes qui, s'affirment justement au sein de cette classe moyenne. Tandis que, une partie de la noblesse germano-balte, elle, va, se perdre dans, une quête mystique, mystico-religieuse, et passéiste réactionnaire sur son héritage chevaleresque et tout ça, pour essayer de se trouver justement, une identité et une raison d'exister. Bref, les questionnements existentiels d'une classe, plus ou moins en déshérence, même si elle a le pouvoir. La situation va tellement se dégrader que le duc va, nommer, donc à la plus ou moins au poste de Premier ministre, on va simplifier, hein, hem, va nommer un libéral, en numéro 2 du régime, numéro 2 officiel, en la personne, donc image 40, de, Friedrich Samson von, Himmelsterna. Donc non, ce n'est pas un marin ou un postier, hein, Ah, on aurait dit, c'est ce que j'allais dire, on dirait un pêcheur effectivement de Concarneau en 1892. ouais, c'est ça. Donc c'est lui qui va devenir le numéro 2 du pays et il va, essayer de restaurer un semblant d'unité nationale en formant une large coalition, heu, allant de conservateurs modérés à des libéraux, heu et en intégrant des partis représentant les minorités pour, stabiliser la situation. Ce qui va bien marcher parce qu'en 1936, le pays est, toujours un bordel infâme, hein, il y a pas de souci, mais au moins il est assez stabilisé. Ce qui peut se passer dans le jeu, c'est, donc
Oui, Le pays peut éclater. très rapidement. Hein. Très Ouais. Le rapidement. pays peut éclater, tout simplement, hein, et les Lettons et les Estoniens peuvent prendre leur indépendance. Les Allemands ne conservent que Riga, euh, qui devient une espèce de pied à terre. Les nouveaux pays indépendants peuvent basculer dans le communisme ou enfin dans le syndicalisme ou non. Ou autrement, on peut avoir le duché de la Baltique unie qui reste solide. Soit il bascule soit il reste plus ou moins dans une espèce de pseudo-démocratie bizarre. Soit il bascule dans un militarisme standard, hein, où Rüdiger von der Goltz peut prendre la tête du pays et le militariser encore plus et renforcer l'importance de la Baltische Landeswehr dans le coin. C'est plus ou moins l'avant-garde de ce qui est vu par les Russes comme l'impérialisme allemand dans leur sphère d'influence au moment du jeu. Allez, on enchaîne sur la Ruthénie blanche, Ouais, qu'on connaît nous sous... pays qui n'existe même pas, même aujourd'hui, hein, on peut se demander s'il Ouais. existe. Qui s'appelle pour nous la Biélorussie. Alors c'est un coin extrêmement compliqué parce que les Biélorusses, ils sont un peu différents culturellement des Russes, mais bon, c'est comme les Ukrainiens, c'est quand même beaucoup des Russes. Encore Mais ils plus, ont leurs particularités. sans doute encore plus, oui. Ouais. Il Mais existe ils un ont quand même leurs nationalisme particularités. profond en Ukraine quand même, voilà, une Ouais, identité bien sûr. plus profonde, Qui a été forgé par le 19e. Hein. clairement. L'indépendance, les communistes, tout ça, tout ça. Donc, pendant la Weltkrieg, le territoire de la Ruthénie blanche, qui correspond à peu près l'actuelle Biélorussie, est le théâtre de disputes surtout entre les Allemands et les Russes, puis les bolcheviks, au temps de la guerre civile. Ce qui va aboutir en fait à des déclarations de la part des indépendantistes locaux, donc qui se désignent comme biélorusses, hein, par UTEN, où ceux-ci vont rejeter les bolcheviks et rechercher le soutien allemand. On va avoir avec ça assez rapidement du coup une reconnaissance partielle par l'Allemagne d'une république populaire russe, enfin biélorusse pardon, qui va être d'inspiration très socialiste réformatrice, hein, cependant, donc on va dire social-démocrate, hein, type SFIO, ce qu'on a eu en France, tout ça, qui est dominée par 3 courants majoritaires. Le Parti social-démocrate, qui est pro-allemand, le Parti socialiste fédéraliste, qui est aussi pro-allemand, mais qui se distingue par des subtilités d'organisation du territoire, et le Parti des socialistes révolutionnaires, qui est une branche des socialistes révolutionnaires qu'on connaît avec Kerensky et tout ça, mais version biélorusse, qui est cette fois-ci anti-allemand, et qui va s'opposer justement à la domination allemande en engageant une lutte sous la forme d'une guérilla contre, contre le nouveau gouvernement et l'influence allemande. L'indépendance du pays va se concrétiser lorsque celui-ci va prendre le nom de Ruthénie blanche, à la demande des Allemands. Ce que les indépendantistes vont accepter parce que pragmatiques, ils n'ont pas envie de se refaire bouffer par la Russie. Et l'indépendance du pays est formellement reconnue par le traité de Minsk en 1920, qui, je le rappelle, en gros entérine pour les Blancs victorieux dans la guerre civile russe les gains allemands réalisés lors du traité de Brest-Litovsk. Donc le pays est officiellement vraiment indépendant à partir de 1920. En 1924, la guérilla des socialistes révolutionnaires s'arrête, parce qu'ils se rendent compte que le régime tient le coup, et ils rentrent dans le jeu des institutions démocratiques. C'est un pays cependant qui souffre d'un véritable manque de cohésion, parce que l'identité culturelle biélorusse, elle existe, elle est réelle, mais elle est encore très faible et assez peu distincte de l'identité russe. C'est renforcé par le fait que la population elle est massivement illettrée, donc pour eux, une identité biélorusse, ça leur parle pas trop. Et c'est un pays qui est majoritairement agraire. On va avoir cependant des réformes qui vont avoir lieu pour redistribuer les terres, qui vont assez bien marcher.
et on est dans un cadre politique globalement qui est dominé par la gauche socialiste, donc comme je l'ai dit, hein, réformiste. Je t'invite à mettre l'image 42, C'est fait. qui est le président de la Biélorussie, enfin de la Ruthénie blanche au moment du début du jeu. Simon Rak Michalowski, qui est président depuis 1933. Et en gros, depuis l'indépendance du pays, le pays est dirigé par les sociodémocrates. Il n'y a pas eu une seule élection où les sociodémocrates ont perdu, ce qui est une petite curiosité dans le bloc allemand, parce que c'est vraiment un pays d'inspiration socialiste au sein du bloc allemand qui est, on va pas dire réactionnaire, mais assez farouchement antisocialiste. Donc la petite curiosité biélorusse. En effet. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La Biélorussie, elle peut, alors en fonction, si la Russie bascule socialiste, c'est parce que c'est possible. La Biélorussie peut se rallier à la Russie socialiste en devenant, pas en se faisant annexer, mais en devenant un État puppet, donc plus ou moins une république autonome. Le pays, à la suite de la crise de 1936 en début de jeu, peut se voir tomber sous un gouvernement autoritaire dirigé par la Rada centrale, donc le Parlement central, sous la main de militaires. Donc en gros, c'est des démocrates autoritaires qui, en gros, n'ont pas grand-chose de socialiste dans l'idée. Eux, ils restent bien allemands, il y a pas de bien fidèles à l'Allemagne, il n'y a pas trop de soucis. Ou on peut avoir un côté beaucoup plus radical encore, où ce sont des nationaux populistes qui arrivent au pouvoir et qui arrivent à dépasser les démocrates autoritaires sur leur droite pour prendre la tête du pays et renforcer de manière assez brutale l'identité biélorusse et tout ça pour l'affirmer. C'est une problématique qu'on retrouve aussi avec l'Ukraine, hein, qu'on va voir juste après, où la problématique de l'affirmation de l'identité nationale est assez importante et elle est symbolisée dans le jeu, notamment par des esprits nationaux qui affirment justement cette identité en construction. Alors, est-ce que le pays est jouable? C'est ça la question. Le pays jouable, mais très honnêtement, il n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est Très tranché. honnêtement. Voilà, comme ça Voilà. c'est fait. Ce qui n'est pas le cas du suivant, Oui, l'Ukraine. qui est certes un pays qui n'existera pas dans notre réalité en 18 ou en 19, peu importe, mais alors Ah, quel, oui. quel bordel, quoi. Enfin, je veux dire, qui n'existera pas à l'issue de la Première Guerre mondiale. Voilà, et dans Bah, ses conséquences. Mais quelle potentialité. Et puis, je sais pas si le pays serait passé sous giron allemand. Enfin bon, bref, peu importe. Vas-y. Donc l'Ukraine, grand pays qu'on connaît, les frontières sont à peu près les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui, hein, à l'exception de la partie, comme je l'ai évoqué, de Lviv, euh, qui reste austro-hongroise, et de la Bessarabie, qui, elle, reste... oui, je crois. Alors maintenant, je ne suis plus sûr. Non, je crois que effectivement, non, la Bessarabie est bien ukrainienne. Elle est bien ukrainienne parce que la Roumanie a perdu et n'a pas eu l'occasion de la récupérer. Donc on a une Ukraine qui est assez proche de celle qu'on connaît. En gros, ce qui se passe pendant la Weltkrieg, c'est que quand les Allemands arrivent dans le coin et notamment poussent à l'occasion de l'opération. J'ai plus le Je nom sais exactement, mais plus. je crois que c'est l'opération coup de poing, un truc comme Oui, c'est ça. un truc comme ça, au coup de faucille ou une connerie, enfin, genre une merde, attends, je sais pas, bon, bref, peu qui, importe, vas-y. qui a amené les Allemands à arriver quasiment jusqu'à Rostov-sur-le-Don. Et à prendre possession de la quasi-totalité de l'Ukraine actuelle. Non, coup de poing, c'est bien ça. Ah ouais, Parce c'est qu'en ça. fait, parce que Ok. j'avais le nom allemand, c'est Faustschlag, et j'avais du coup faux, Ouais. tu vois, coup de faux, et j'avais ça en tête. Mais non, c'est coup de poing en allemand, effectivement. Ok. Donc on va assister à l'émergence d'une éphémère République populaire ukrainienne, donc qui va être un gros bordel. On va pas s'y attarder dessus parce que image 43 si elle n'est pas déjà affichée. Cette République ukrainienne va se retrouver renversée par un hetmanat, donc du nom de la titulature de celui qui est à sa tête, hein, un hetman, qui est un vieux titre cosaque pour désigner le chef en gros. Et ce renversement va être mené par Pavlo Petrovitch Skoropadsky,
qui va renverser la République sur instruction des Allemands, parce que la République n'honorait pas une partie d'un traité qu'elle avait signé avec l'Allemagne et où en gros fallait livrer du blé à l'Allemagne pour pas qu'elle crève de faim. Le renversement de la République va mener à au rétablissement de ces livraisons. Et Pavlo Skoropadsky va avoir l'occasion de cimenter son autorité petit à petit. Donc son pouvoir au début, il se caractérise surtout par une espèce de constitution temporaire. En gros, on n'a rien qui est fixe, mais au moins on a une constitution. Une censure de la presse qui est quasi totale, une annulation de toutes les réformes qui ont été menées du temps de la République populaire ukrainienne, un gouvernement qui s'exerce par décret, le temps de, je cite, stabiliser le pays. Parce que oui, on a les anarchistes de Makhno qui foutent le bordel dans le sud du pays. On a aussi des bolcheviks qui essaient de prendre le pouvoir et tout ça, avec la révolution, enfin la guerre civile russe qui déborde sur le pays. Bref, c'est un colossal bordel. Hein. On s'étonne pas de pourquoi le pays a fini à nouveau intégré j'allais dire de la Russie, à l'URSS à l'issue de la guerre civile russe. Et surtout, parce qu'il n'y a pas eu de l'Allemagne pour le protéger. Et donc cette période de stabilisation, elle va avoir quelques tentatives d'établir des gouvernements avec des partis, donc un gouvernement propre, ce qui va amener à des coalitions temporaires entre des conservateurs et des indépendants, mais ça va pas vraiment marcher. Et Skoropadsky va garder une main ferme et être quasiment le seul homme aux commandes du pays pendant un bon moment. Une fois que la Weltkrieg est terminée, c'est surtout la lutte, comme je l'ai dit, contre Makhno qui va marquer la vie dans le pays, jusqu'à ce que celui-ci soit battu et fuit en France vers 1920, donc en France communiste, hein, enfin communale, syndicaliste. Et une fois les derniers soulèvements opposés à Skoropadsky matés, on va avoir une constitution en propre qui va être promulguée en 1921. Cette constitution, elle va reconduire beaucoup des mesures de l'ancienne constitution temporaire, avec un pouvoir très étendu pour l'Hetman, où celui-ci a le pouvoir de nommer et de limoger les ministres comme il le veut, de dissoudre l'Assemblée législative qui est le Sojm. Tu veux dire comme le président de la République française, quoi. Officiellement, le président de la République, il nomme pas les ministres, il les limoge pas. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Mais c'est important les apparences. Tu as tout à fait raison, c'est le Premier ministre qui constitue son gouvernement. T'as tout à fait raison. Ouais, en théorie. On est sur un système classique bicaméral, donc avec un Sojm législatif et un Sénat d'État qui gère l'aspect judiciaire. Mais très clairement, l'exécutif, incarné par Skoropadsky, domine les autres pouvoirs. On a une séparation nominale des pouvoirs. Dans les faits, il exerce une influence très étendue sur toutes les institutions du pays. Donc, pendant la période d'entre-deux-guerres, on a une installation progressive des partis dans le paysage politique. Donc des partis un peu traditionnels et des lobbies qui vont s'organiser et former eux-mêmes des partis. Jusqu'à l'élection de 1924, qui va être la première élection législative véritable du pays. Enfin, du nouveau régime, du moins. Ça va être l'occasion de voir les conservateurs se diviser entre les conservateurs standards, on va dire, et d'autres d'inspiration plutôt monarchiste, où en gros, ils voudraient bien faire de l'Ukraine un régime monarchiste avec ses particularités, beaucoup de bordel. On a l'impression que c'est des espèces de comment dire ça, des nationaux populistes monarchistes, avec un État très autoritaire, presque totalitaire, centré autour d'un monarque. Bref, c'est très bizarre. On va avoir l'instauration d'un Sojm vraiment, vraiment pluraliste, avec beaucoup de partis représentés.
Mais l'aspect démocratique va assez vite être douché, vu que Skoropadsky va intervenir en personne à l'issue des élections pour encourager à la formation d'une coalition autour du parti agrarien démocrate, donc qui est le parti conservateur standard, avec divers partis indépendants, ce qui va donner naissance au gouvernement qui va tenir pendant toute la période, jusqu'au début du jeu, qui est connu sous le nom de coalition de Letman, où c'est en gros droite autoritaire et des indépendants, libéraux et autres opportunistes qui vont gérer le pays. On, on va avoir une vague d'attentats dans le pays à la suite de 1925 et de la Révolution britannique, du coup des attentats syndicalistes, qui vont essayer de saper le régime. Sauf que ça n'a pas marché évidemment, hein, comme toute activité terroriste majoritairement. Et va mener à de très violentes répressions, surtout sur les milieux de gauche au sein du pays. 1932, en 1932 va y avoir une nouvelle élection. Donc tu peux mettre l'image 40K si tu l'as pas mise, hein, qui est Skoropadsky vieux. C'est fait, on dirait qu'il a été passé au four, le pauvre. Ouais. Dans les deux cas, il a une tête, mais il a pas une tête de mec gentil. Au moins ça. Donc 1932 va être une élection qui va marquer plus ou moins la fin de la coalition de Letman, où les conservateurs vont se prendre plus ou moins une tôle aux élections, notamment en lien avec la crise du Kreditanstalt, qui va avoir quelques répercussions sur l'économie du pays, et tout simplement l'érosion du pouvoir, hein, parce que ça arrive, au bout de 8 ans, les gens peuvent en avoir marre. Ça dépend des dirigeants et ça peut aller plus ou moins vite. Et on va aboutir à la nomination d'un indépendant, l'image 45, Dmitro Ivanovich Doroshenko, au poste de Premier ministre, qui est là véritablement pour essayer de contenter un peu tout le monde, et surtout les partis du centre. Il va faire des promesses relatives à une réforme agraire et tout ça pour redistribuer les terres, classique, que les conservateurs ont tenté de mener, mais de manière très peu efficace et très peu convaincue. Et toute cette problématique de la réforme agraire, ça va être un serpent de mer qui va courir jusqu'au début du jeu, et ça va être l'un des enjeux de l'Ukraine en début de jeu. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire et quel intérêt? Cette Ukraine en jeu, donc soit l'Etmanat reste en place avec une réforme agraire qui passe, le régime change pas trop, Skoropadsky garde son influence et sa puissance, soit l'Etmanat tombe. Dans tous les cas, les autres cas, c'est l'Etmanat qui tombe. Soit l'Etmanat tombe sous le coup des révoltés démocrates qui vont se soulever un peu partout dans le pays et mener une espèce de guerre civile, qui va être une lutte d'influence pour le territoire, et aboutir à la proclamation d'une République populaire ukrainienne qui va être menée pendant un temps par Simon Petliura, donc un des meneurs l'une des figures de l'indépendance ukrainienne. Et ensuite il peut basculer vers du social-libéralisme ou de la social-démocratie en fonction des sensibilités. Ils peuvent même basculer syndicaliste, sauf que s'ils basculent syndicaliste, les chances que l'Allemagne arrive et dise écoutez, vous vous soumettez sinon on vous casse la gueule, sont très très grandes. Et autrement, de l'autre côté du spectre, on peut avoir l'Etmana qui finit par, sous la pression, céder sur sa droite, et sont les nationaux révolutionnaires qui vont arriver au pouvoir avec une idéologie assez particulière, centrée sur une idée de révolution nationale, rien à voir avec Pétain et Vichy. Et en gros, l'idée de la création d'un État ethnique, un ethno-state, avec, je crois que l'un de leurs dirigeants peut littéralement être surnommé l'ethnocrate, qui est un peu bizarre, mais on comprend l'idée. Avec une idée très forte sur l'affirmation de l'identité ukrainienne et un rejet virulent de l'influence russe,
et de tout ce qui est lié à la Russie de manière générale. Et disons que dans tous les cas, l'Ukraine, elle est pas pote avec la Russie. Il y a aucune voie où l'Ukraine est pote avec la Russie, sauf la syndicaliste, peut-être, et si la Russie bascule syndicaliste. C'est la seule option où ils peuvent être potes. Sinon, L'international, s'ils quoi. sont... Ouais, c'est ça. S'ils sont tous les deux nationaux populistes, ils vont tous les deux se détester, en bon nationaliste. Nationaliste slash ultranationaliste. Et est-ce qu'elle a un intérêt, finalement? Qu'on peut en faire quelque chose, peu importe la voie choisie. Ouais. Ouais, Ouais, la ok. voie la plus intéressante, très honnêtement, c'est la voie des ultranationalistes, parce que l'Ukraine peut revendiquer le Don Kuban et l'intégrer à son territoire. En gros, il y a un gain de ressources, de population, d'industrie, et le pays peut vraiment grossir de manière assez agressive euh, avec la voie nationale populiste, Ok, et, ok. et le régime se renforce très nettement. Ok, et bah pour ceux que ça intéresse, pas ce dimanche, puisqu'on va passer, on va parler d'Italie du Sud encore, mais le dimanche suivant, on parlera d'Ukraine et de guerre civile russe, puisqu'on parlera de la garde blanche de Bulgakov. Voilà, donc on retournera dans Kiev en 1918-1919. Voilà, c'était ma pub personnelle. Et on va Allez, finir du ouais. coup avec le dernier numéro qui est la Finlande. Ça va être extrêmement bref. Donc, la dernière image qui est encore une fois quelqu'un qui a l'air très heureux de vivre, euh, qui, euh, qui est Frédéric Karl Ier, donc qui va devenir roi de Finlande. Bah, En gros, ce qui je se ferai peut-être un passe jour en vidéo historique la guerre civile finlandaise, qui est très méconnue, très, très avec sympathique. Mannerheim et tout ça. Ouais, ouais, ça Enfin, pourrait être sympa. on connaît surtout Mannerheim. De toute façon, on demande de citer un Finlandais. Si t'es un minimum intéressé, tu connais que Mannerheim. En Effectivement, général. mais il y a d'autres choses, et surtout, c'est un conflit assez virulent, Ouais. assez sympathique. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que l'Allemagne, comme l'Allemagne, la Finlande, comme la Suède, étaient très proches de l'Allemagne avant 1914. Ah Bref. oui. Donc, pendant la Weltkrieg, on a, comme je l'ai évoqué, une guerre civile entre blancs et rouges. Donc, les blancs qui sont les conservateurs, les libéraux, bref, tout ce qui n'est pas communiste, contre les rouges, qui sont soutenus par les bolcheviks. Les blancs vont gagner, comme dans notre réalité, notamment grâce à la gestion militaire de Karl Mannerheim, qui va être le commandant des armées blanches. Cette guerre va aboutir à l'élection le 9 octobre 1918 de Friedrich Karl Ludwig Constantin von Hessen-Kassel comme roi de Finlande. On sait vraiment pas grand-chose de l'état de la Finlande, donc c'est pour ça que c'est assez bref. Ce qu'on sait cependant, c'est que ce nouveau roi se voit garantir des pouvoirs assez larges sur le pays, donc toujours dans la même veine de semi-constitutionnalité d'inspiration allemande, avec un souverain ayant une prise théoriquement assez large sur la vie politique. L'après-Weltkrieg, il se passe pas grand-chose, hein. Le pays est dominé par le parti de la coalition nationale, qui est dans le jeu représenté par les démocrates autoritaires. Donc on est sur la droite autoritaire, hein, simplement, qui est le parti au service du roi. Cependant, les dernières années avant le début du jeu sont marquées par une montée du mécontentement euh, des deux côtés, à droite comme à gauche, contre le régime royal, euh, et également contre les liens du pays avec l'Allemagne, notamment de nombreux laissez-passer d'entreprises allemandes dans le pays, ce qui peut mener le pays à basculer ou non d'un côté ou de l'autre. Donc pour ces voies, le pays peut soit rester sur la voie qu'il a de base, donc avec le roi qui reste en place, soit je crois qu'il peut rester en place mais avec un gouvernement plus démocratique, tout comme il peut être renversé par une république avec un gouvernement démocratique. Euh, il peut également être renversé par des syndicalistes. Ça arrive assez fréquemment que des syndicalistes renversent le gouvernement. Mais ce qui est aussi très fréquent, c'est que le gouvernement se fasse déborder par sa droite, encore une fois, par des nationalistes finlandais, représentés dans le jeu par des nationaux populistes, qui vont rompre tout lien avec l'Allemagne, mener une politique d'irrédentisme finlandais,
Ça promet quelque chose de grandiose. Et donc des tensions territoriales accrues avec la Russie. Le problème, c'est que sans lien avec l'Allemagne, la Finlande elle est Oui, isolée, la Russie ouais. elle est juste à côté, et la Russie veut lui casser la gueule, en général. Donc ça va assez vite. La Finlande, ça a surtout. Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt à la jouer. C'est surtout un intérêt parce que c'est un front supplémentaire contre la Russie. Si la Russie peut se taper la Finlande toute seule, c'est tout bénef pour elle. Parce qu'elle n'a pas à s'occuper d'un grand front de merde euh, où il n'y a pas beaucoup de ravitaillement et le terrain est honnêtement assez pourri parce que c'est que de la forêt. Donc ça peut aussi être un allié supplémentaire de l'international qui se fera casser la tronche par la Suède, parce qu'en général la Suède rejoint le Reichspakt. Euh, et spoiler, hein, la Suède elle est plus forte que la Finlande, euh, niveau population, industrie, tout en fait. Donc Ok. voilà. Ok, bah très bien. Finalement, on en a eu pour une petite heure et demie quand même, mais, Ouais. mais c'est normal. Ok, et ben parfait. Écoute, on a fait le tour du propriétaire. On rediscutera, on prendra juste une minute après pour rediscuter ensemble de deux, trois petites choses. Et puis, bah écoute, merci encore. Bonne soirée à tous. Bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi pour la poursuite de notre partie sur EU4 dans le Saint-Empire romain germanique qui n'existe plus. Et dimanche, nous parlerons du sanfédisme et de la contre-révolution en Calabre. Voilà. Merci encore à toi. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve vendredi. Portez-vous bien et à bientôt. Merci à toi.